C'est un cambriolage qui a fait le tour du monde. Ce dimanche, 4 cambrioleurs se sont introduits au musée du Louvre à Paris, y ont dérobé plusieurs bijoux d'une valeur inestimable selon le ministre de l'Intérieur. Mais alors, que s'est-il vraiment passé et comment est-ce qu'un tel vol peut avoir lieu dans le plus grand musée du monde? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour et vous allez le voir que, au-delà de ce cambriolage que l'on va voir, ça révèle aussi des sujets plus profonds dans le domaine de la culture et des budgets en cours. Cela pose évidemment aussi à nouveau des questions politiques. Alors d'abord, revenons sur le déroulé des faits. Le cambriolage a débuté ce dimanche matin vers 9h30 alors que le musée était déjà ouvert au public depuis près de 30 minutes selon de nombreuses sources policières citées par les médias. À ce moment-là, 4 suspects se sont retrouvés entre le Louvre et la Seine depuis le quai François Mitterrand. 2 d'entre eux étaient à bord d'un camion monte-charge et les 2 autres à bord de 2 T-Max, qui est donc un puissant modèle de scooter. Équipés de gilets jaunes, 2 cambrioleurs se sont fait passer pour des ouvriers de chantier. Ils ont déployé en quelques minutes la nacelle de leur véhicule, une sorte donc d'échelle électrique qui leur a permis d'accéder au premier étage du musée du Louvre. Ils ont alors brisé une fenêtre à l'aide d'une disqueuse, ils ont pénétré à l'intérieur du musée et plus précisément, ils se sont retrouvés dans la galerie Apollon qui abrite notamment les joyaux de la couronne de France. Les suspects ont alors brisé 2 vitrines, toujours à l'aide de leur disqueuse. Ils ont subtilisé plusieurs bijoux avant de repartir depuis la fenêtre par laquelle ils étaient entrés et enfin ils ont pris la fuite avec les 2 autres suspects. Le cambriolage a duré à peine 7 minutes au total et 8 objets d'une valeur patrimoniale inestimable ont été dérobés selon un communiqué du ministère de la Culture qui a été publié ce dimanche. Parmi eux on retrouve par exemple le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, composé selon le site du Louvre de 8 saphirs et de 631 diamants. On retrouve aussi le diadème de l'impératrice Eugénie, épouse donc de Napoléon III, qui compte près de 2000 diamants. Mais au-delà donc de leur valeur, de nombreux historiens estiment aussi qu'ils ont évidemment une valeur importante au regard de l'histoire de France. A noter au passage qu'un 9e objet parmi tous ceux qui ont été volés, la couronne de l'impératrice Eugénie, composée de milliers de diamants, a lui aussi été retrouvé abîmé, mais il a été laissé dans la fuite des cambrioleurs. Alors que sait-on justement de ces cambrioleurs et surtout comment est-ce que tout cela a pu se produire? Eh bien selon la procureure de Paris, les 4 hommes avaient le visage dissimulé et elle affirme qu'il pourrait s'agir de commanditaires et de petites mains au sein d'un groupe criminel. Selon le ministre de l'Intérieur, l'opération a été réalisée par des cambrioleurs chevronnés. Cependant, la procureure de Paris précise que l'hypothèse d'une ingérence étrangère n'est à ce stade pas privilégiée et qu'il s'agirait en réalité plutôt de grand banditisme. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, ont confirmé qu'aucun blessé n'était à déplorer. Sur X, par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a notamment écrit que les œuvres seront retrouvées et que les auteurs seront traduits en justice. Mais à l'heure actuelle, eh bien, les suspects, ils sont toujours en fuite, ils sont toujours recherchés et une enquête a été ouverte. Alors maintenant qu'on sait ce qui s'est passé côté cambrioleur, que s'est-il passé maintenant côté sécurité? Eh bien, selon le ministère de la Culture, les alarmes respectivement situées sur la fenêtre extérieure ainsi que sur les 2 vitrines concernées se sont bien déclenchées comme prévu au moment de l'effraction et les 5 agents de sécurité qui étaient présents en salle et dans les espaces autour sont immédiatement intervenus. Alors selon la procureure, les voleurs auraient menacé les gardiens présents avec leurs disqueuses et donc les agents ont fait évacuer les lieux. Toujours selon le ministère, c'est d'ailleurs cette intervention qui a mis les malfaiteurs en fuite et qui les a obligés à laisser derrière eux leurs équipements ainsi que la couronne de l'impératrice Eugénie. Mais donc on en vient rapidement à une question de sécurité et une question de moyens alloués puisque un pré-rapport de la Cour des comptes sur la sécurité du musée du Louvre qui devait être publié en fin d'année, a pu être consulté dès maintenant par de nombreux médias, notamment l'AFP. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce rapport, il est assez accablant, puisqu'il pointe justement, je cite, un retard persistant et considérable dans la mise en conformité des équipements de sécurité dans l'enceinte du musée du Louvre. Alors pour l'instant, c'est dur de savoir, mais ces failles de sécurité, elles ont directement facilité le succès du cambriolage qui s'est déroulé ce week-end, mais tout de même, le rapport, il révèle d'importantes lacunes dans le dispositif de sécurité et de sûreté. Il souligne par exemple très concrètement le fait que l'aile Denon, donc c'est très concrètement l'aile où se trouve la galerie d'Apollon mais aussi le tableau de la Joconde, ne possède aucune caméra de surveillance
surveillance dans un tiers de ces salles. Évidemment, il y a des caméras dans un certain nombre d'endroits, mais pas dans toutes les salles. Par ailleurs, toujours selon le rapport, ces problèmes, ils étaient connus de la direction du musée. Et d'ailleurs, plusieurs plans avaient été lancés pour renouveler certains équipements, sauf que la Cour des comptes dénonce une durée très longue dans la mise en place de ces services. Et de la même façon d'ailleurs, la mise aux normes des systèmes de protection incendie qui a été entamée en 2010 n'est toujours pas achevée aujourd'hui, comme l'indique le rapport. Et c'est là aussi l'un des points importants, puisque on peut noter que les syndicats du personnel du musée du Louvre dénoncent depuis des mois maintenant un manque d'effectifs notable qui pourrait donc avoir des répercussions sur tout un tas d'aspects. De son côté, la direction du Louvre affirme que le projet Louvre Nouvelle Renaissance, qui était un projet annoncé par Emmanuel Macron au mois de janvier dernier, qui a pour but justement de rénover le musée du Louvre, il prévoit notamment un renforcement de la sécurité. Sauf que Rachida Dati, la ministre de la Culture, déclare que ce plan, avec notamment 160 millions d'euros dédiés à la sécurité, met du temps à être mis en place. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce cambriolage, il arrive aussi dans une période de discussion importante concernant le budget justement alloué à la culture. Et le gouvernement prévoit pour son budget près de 200 millions d'euros d'économies dans le secteur de la culture pour l'année 2026, avec une partie importante de réduction de dépenses dans le domaine du patrimoine. Alors on le disait, les syndicats de salariés s'inquiètent d'un gros risque de manque de moyens dans le secteur de la culture qui pourrait donc avoir un impact notamment en matière de personnel engagé. Ce qui s'est donc passé ce dimanche n'a pas de lien direct évidemment avec un budget qui portera sur l'année prochaine, mais tout de même donc ça pose des questions à nouveau sur les budgets qui sont engagés notamment dans le secteur de la culture et qui peuvent avoir des conséquences notamment d'un point de vue de sécurité. En tout cas, le musée était totalement fermé au public ce dimanche et ce lundi. On suivra évidemment l'avancée de l'enquête, mais on en avait parlé donc rapidement dimanche quand ça s'était passé sur notre compte Instagram et ça nous semblait intéressant de faire un point notamment sur le sujet politique. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité très importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 2 soldats israéliens ont été tués ce dimanche matin dans une explosion à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui est toujours occupée par Israël. En parallèle, 45 Palestiniens ont été tués dans des bombardements de l'armée israélienne, selon le bilan de la défense civile de Gaza, qui est contrôlée par le Hamas. Israël accuse le Hamas d'avoir attaqué ses troupes, mais le groupe islamiste nie toute responsabilité dans l'explosion. D'après le président américain Donald Trump, les dirigeants du Hamas n'étaient d'ailleurs pas impliqués. Il s'agirait plutôt, selon lui, de certains rebelles au sein du mouvement. La veille, Israël et le Hamas s'étaient déjà accusés mutuellement d'avoir rompu le cessez-le-feu après que 9 Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été tués ce vendredi dans des tirs israéliens visant un bus, selon la défense civile de Gaza. En tout cas, de son côté, Donald Trump assure lui que le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas le 10 octobre dernier est toujours en vigueur, malgré ces attaques donc. À noter que les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce lundi pour discuter des suites et notamment des prochaines étapes du plan de paix. On suivra ça. Deuxième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt ce lundi à se joindre à la rencontre prévue prochainement à Budapest, la capitale de la Hongrie, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. L'objectif de cette rencontre, qui a été annoncée la semaine dernière, c'est de discuter des issues possibles à la guerre en Ukraine. Alors pour le moment, le président ukrainien n'est pas convié et les préparatifs de cette rencontre entre les présidents américains et russes n'ont même pas commencé, selon le porte-parole de la Russie, Dmitry Peskov. En parallèle, Donald Trump aurait suggéré à Volodymyr Zelensky d'accepter un accord gelant les lignes de front actuelles et qui céderait donc une partie du territoire ukrainien à la Russie. C'est en tout cas les informations de plusieurs médias américains. Volodymyr Zelensky a cependant réaffirmé lors de sa visite à Washington DC vendredi que la position de l'Ukraine n'avait pas changé, c'est-à-dire qu'elle rejetait les conditions russes. Troisième actu, 7 millions de personnes ont manifesté aux États-Unis ce week-end lors de 2700 rassemblements pour s'opposer à Donald Trump et à ce qu'ils estiment être une prise de pouvoir autoritaire du président, mais aussi de ses proches. 200 000 personnes étaient notamment rassemblées à Washington DC, la capitale américaine, ce samedi, selon les organisateurs. Ce mouvement, on en a déjà parlé, il est surnommé No Kings, donc pas de roi, et des manifestations avaient déjà eu lieu mi-juin, le jour de l'anniversaire de Donald Trump, avec, selon les organisateurs, environ 5 millions de manifestants. L'idée, c'est de protester contre la politique de Donald Trump en matière d'immigration, d'éducation et de sécurité. Ce week-end, beaucoup de slogans faisaient notamment référence à l'ICE, la police fédérale de l'immigration, critiquée pour ses arrestations musclées, souvent au mépris des droits des personnes interpellées. En tout cas, Donald Trump a répondu ce dimanche en publiant une vidéo générée par intelligence artificielle dans laquelle il jette des excréments sur les manifestants avec un avion de chasse nommé King Trump, donc le roi Trump, le tout accompagné de la bande originale du film Top Gun. Quatrième actu, 20 employés de l'ONU sont actuellement détenus par les rebelles Houthis à Sanaa, la capitale du Yémen. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche des responsables de l'ONU. Les Houthis, c'est un groupe rebelle basé au Yémen donc, qui est en guerre civile
civile depuis 2014. Ils sont soutenus par l'Iran et contrôlent une grande partie du pays, et notamment Sanaa, la capitale. Et ce samedi, le groupe a mené une descente dans un bâtiment de l'ONU où résident les employés. Parmi les personnes actuellement détenues, 5 sont des membres du personnel national et 15 du personnel international, selon l'ONU. On compte notamment le Britannique Peter Hawkins, le représentant de l'UNICEF au Yémen. L'ONU a affirmé être en contact avec les Houthis et d'autres parties pour résoudre, je cite, cette grave situation le plus rapidement possible et mettre fin à la détention de tout le personnel. Le 31 août, les Houthis avaient déjà pris d'assaut des bureaux de l'ONU à Sanaa, qu'ils accusent d'espionnage au profit des États-Unis et d'Israël, selon un haut responsable Houthi. Des dizaines de membres de l'ONU ont également été arrêtés ces derniers mois dans les régions contrôlées par les Houthis. Cinquième actu, je voulais vous faire un point sur la situation au Maroc, puisque le gouvernement marocain a proposé ce dimanche une série de nouvelles mesures pour la jeunesse suite à un conseil des ministres. L'objectif, encourager les jeunes à s'engager en politique et accompagner les réformes sociales dans le pays, alors que des mouvements de contestation sont menés par la jeunesse depuis fin septembre. Le collectif de jeunes Gen Z 212 avait notamment appelé lors de rassemblements à des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation, à la lutte contre la corruption et à un renouvellement du paysage politique. Le gouvernement a donc proposé par exemple de moderniser les partis politiques, d'améliorer la transparence et d'encourager la participation des femmes et des jeunes à leur création et leur gestion. Par ailleurs, 140 milliards de dirhams, soit environ 13 milliards d'euros, seront consacrés à la santé et à l'éducation, avec la création de plus de 27 000 postes en faveur des deux secteurs. De nouveaux centres hospitaliers universitaires seront aussi mis en service et 90 hôpitaux seront rénovés. Le collectif Gen Z 212 n'a pas encore réagi à ces annonces du gouvernement, on ne sait donc pas encore la suite que prendra le mouvement. Sixième actu, je voulais qu'on parle de la Bolivie, un pays d'Amérique du Sud qui a un nouveau président depuis ce dimanche. Il s'agit de l'économiste et sénateur de centre droit Rodrigo Paz, qui a été élu suite au scrutin du second tour. Il a recueilli 54,6% des suffrages contre 45,4% pour son rival de droite, Jorge Quiroga, selon les résultats officiels annoncés par le tribunal suprême électoral. L'élection de Rodrigo Paz est assez marquante car elle met fin à 20 ans de gouvernement socialiste en Bolivie, donc des gouvernements situés plutôt à gauche. Sous Evo Morales, qui était président de 2006 à 2019, la Bolivie a notamment nationalisé ses ressources énergétiques comme le pétrole, a rompu ses relations avec les États-Unis et a renforcé ses alliances avec le Venezuela, Cuba, la Chine, la Russie ou encore l'Iran. Rodrigo Paz succédera donc le 8 novembre prochain à Luis Arce, l'actuel président bolivien, dont le mandat a été marqué par la pire crise économique que la Bolivie ait connue en 40 ans. Lors de sa campagne, Rodrigo Paz a défendu, je cite, un capitalisme pour tous. À noter qu'il ne dispose pas d'une majorité au Parlement, il devra donc former des alliances dans les semaines à venir. Et on termine avec cette actu, 42% des Français affirment souffrir de douleurs chroniques, selon un baromètre de la Fondation de la Recherche sur la douleur, Analgesia, publié ce lundi. Les douleurs chroniques, ce sont des douleurs qui persistent pendant au moins 3 mois, ça peut être au dos par exemple, ou au ventre. Elles peuvent survenir pour plusieurs raisons, comme des problèmes d'articulation, quand les genoux, le dos ou les épaules sont usés ou abîmés par exemple, des nerfs endommagés, par exemple après une blessure ou une maladie, des muscles et des os douloureux, mais aussi à cause du stress, du manque de sommeil ou de la sédentarité, donc le fait de très peu bouger au quotidien. Au total, environ 23 millions de personnes sont concernées en France, parmi elles 57% de femmes et 43% d'hommes selon les auteurs de l'étude. Ce chiffre a beaucoup augmenté par rapport à la dernière étude sur le sujet qui date de 2008. Seul un tiers des Français, donc environ 33%, disaient en souffrir. Dans son rapport, la Fondation Analgesia remet en question l'efficacité de la prise en charge des douleurs chroniques, notamment car selon elle, très peu de médecins sont bien formés à ce type de douleur. Elle réclame également davantage d'argent pour la recherche dans les années à venir. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai publié hier une nouvelle interview, l'interview d'Alexandre Astier. Que vous regardiez Kaamelott ou non, je pense que cette interview devrait vraiment vous intéresser parce qu'on parle de créativité, on parle de création, on parle bien des coulisses finalement de son métier. C'est une discussion absolument passionnante et merci d'ailleurs pour tous vos retours parce que vous êtes déjà nombreux à l'avoir regardé. Pour la découvrir, soit c'est sur YouTube, sur la chaîne des grands formats, ou alors c'est aussi disponible avec les actus directement en podcast audio, c'est peut-être le plus facile. Vous tapez Hugo Décrypte sur Apple Podcast, Spotify, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre aussi 5 étoiles pour nous soutenir, mais c'est pas encore le cas. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon quand est-ce que vous écouterez tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.